Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau décryptage. On entend souvent dire que le commerce international, c'est un véritable Eldorado pour la croissance, pas vrai? Sauf qu'il faut bien regarder les choses en face. C'est surtout un environnement caractérisé par des risques financiers et logistiques absolument énormes. Partir à l'aveugle sur des marchés étrangers, c'est pour ainsi dire le meilleur moyen d'aller droit dans le mur et de subir des pertes critiques. Du coup, l'analyse d'aujourd'hui, c'est vraiment le guide stratégique ultime pour les décideurs. L'objectif, atténuer tous ces risques et transformer cette grande incertitude en une conquête super sécurisée. Allez, on y va! Au menu de ce décryptage, on a 5 étapes bien précises. D'abord, une petite introduction au diagnostic export. Ensuite, on va décortiquer les 5 dimensions internes. On enchaînera avec la fameuse matrice SWOT export, puis les stratégies de croisement, pour terminer en beauté sur les facteurs clés de succès. C'est carré, c'est structuré, et c'est exactement ce type de préparation méthodique qui évite de perdre des plumes et surtout de l'argent. On attaque tout de suite avec notre première partie, l'introduction au diagnostic export. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? Le diagnostic export, c'est vraiment l'outil de management fondamental par excellence. Imaginez ça comme un grand check-up médical de l'organisation. L'idée, c'est d'évaluer de façon très rigoureuse les faiblesses internes face aux exigences très strictes du commerce international. Le but de l'analyste ici n'est pas de faire plaisir à la direction ou de rassurer tout le monde artificiellement, non. C'est de déterminer, avec une lucidité totale, la vraie capacité à exporter. C'est littéralement la ligne de départ, le prérequis absolu avant même d'oser franchir une seule frontière. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, les 5 dimensions internes. Et ici, le maître mot, ça va être la maîtrise. Gardons bien ce chiffre en tête, 5. Pourquoi? Parce qu'on ne part pas dans tous les sens, avec une liste à non plus finir. Ce chiffre représente les 5 dimensions internes qui sont strictement contrôlables et gérables par l'entreprise. C'est très simple, si un décideur perd la maîtrise, ne serait-ce que sur l'une de ces 5 dimensions, c'est tout l'édifice de la stratégie export qui menace de s'effondrer. Alors, quelles sont ces fameuses dimensions? Eh bien, on passe toutes les capacités de l'organisation au peigne fin. 1. Les ressources humaines. Est-ce qu'on a les bonnes compétences pour l'international en interne? 2. Les finances. Est-ce qu'on a les reins assez solides pour soutenir l'effort monétaire? 3. La dimension productive. Si la demande explose, est-ce qu'on suit à l'usine? 4. Le marketing, pour voir si l'offre est vraiment adaptable. Et enfin, 5. La logistique internationale. Bref, c'est une cartographie hyper complète et disons-le franchement, sans aucune complaisance sur les vulnérabilités de l'entreprise. Et c'est là que la mécanique devient vraiment brillante. Comment l'analyste transforme-t-il un simple doute en véritable certitude? Eh bien, d'un côté, on a des questions qualitatives, un peu vagues, du genre est-ce qu'on peut gérer le préfinancement ou les impayés? Et de l'autre, hop, on transforme ces doutes en indicateurs quantitatifs durs, tangibles et rassurants. On arrête de parler de capacité financière pour compter le nombre de lignes de crédit. On remplace une idée vague sur la logistique par de l'expérience concrète sur les incoterms. C'est exactement ce basculement vers le concret qui va sécuriser la décision finale. Maintenant qu'on a nos données, on passe à la troisième partie, la matrice SWOT export. C'est l'heure de faire un inventaire strict. La toute première étape de cette synthèse, c'est de prendre tout ce qu'on vient de récolter sur les 5 dimensions et de classer ça de manière assez binaire. Sur la gauche, on liste les forces internes. Ce sont les piliers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Et sur la droite, les faiblesses internes. Ces fameuses vulnérabilités chiffrées qu'il va falloir corriger. Et vite. C'est vraiment la photographie à l'instant T, l'inventaire pur et dur des réalités de l'organisation. Sauf que voilà, se regarder le nombril avec une analyse interne, ça ne suffit pas. C'est vraiment quand on va croiser ces réalités internes avec le monde extérieur, c'est-à-dire les opportunités et les menaces des marchés étrangers, que la magie opère. La matrice SWOT, quand elle est appliquée à l'export, elle sert de boussole. L'organisation ne navigue plus du tout à vue. Elle confronte frontalement ce qu'elle sait faire avec ce que le marché exige, ou risque de lui faire subir. On aborde maintenant la quatrième partie, les stratégies de croisement SWOT. C'est là qu'on passe de l'analyse pure à l'action. En fait, ce croisement de données génère 4 grandes manœuvres stratégiques. D'abord, on a la stratégie SO. Ça, c'est l'offensive de rêve. On a des forces immenses pour saisir de superbes opportunités. Ensuite, la stratégie WO, qui demande un peu plus de doigté, puisqu'il faut d'abord surmonter ses propres faiblesses avant de profiter du marché. Après, on a la stratégie ST, où l'on utilise ses gros points forts pour neutraliser des menaces extérieures. Et enfin, on a la stratégie WT, et sur celle-là, il faut absolument qu'on s'y arrête un instant. Concentre-nous bien sur cette approche WT. C'est littéralement la manœuvre défensive par excellence et très souvent une question de vie ou de mort pour un projet. L'idée, réduire ses faiblesses pour éviter les menaces. En clair, si l'organisation a découvert des lacunes sévères pendant son diagnostic et que le marché visé est hyper risqué, là, l'objectif, ce n'est plus la conquête, c'est la survie. C'est la manœuvre ultime pour atténuer les risques et garantir une sécurité financière et opérationnelle totale face au choc du commerce mondial. La règle d'or,
Ne jamais, au grand jamais, exposer une faiblesse non résolue à une menace extérieure. Ce qui nous mène directement à notre cinquième et dernière partie, les fameux facteurs clés de succès, ou FCS pour les intimes. Voici la grille de vérification finale pour sécuriser le lancement. La compétitivité du produit, ça exige une qualité absolument irréprochable, des normes respectées à la lettre et de l'innovation. La compétitivité prix, elle impose de maîtriser ses coûts sur le bout des doigts. La capacité commerciale s'appuie, elle, sur des réseaux béton et de bons outils CRM. Mais attention, le véritable nerf de la guerre, le pilier central, ça reste la stabilité financière. Il faut impérativement une trésorerie capable d'encaisser les longs délais de paiement qui sont monnaie courante à l'international. S'il n'y a pas assez de cash, c'est la chute assurée. Point final. Et c'est vraiment un point qu'on doit souligner. C'est vrai, les facteurs de succès peuvent varier selon qu'on vend des logiciels ou des machines-outils, mais il y a deux invariants absolus. La compétitivité du produit, bien sûr, mais surtout, la stricte capacité financière. Ce n'est même pas négociable. On peut avoir la stratégie la plus brillante du monde sur le papier, elle ne sauvera jamais un produit qui ne correspond pas au marché, ni une trésorerie incapable d'absorber des cycles d'exportation qui durent des mois. Si on prend un peu de recul, on voit bien que tout ce parcours suit une logique implacable. Tout part de cette évaluation hyper rigoureuse des 5 dimensions internes, RH, finance, prod, marketing, logistique. Ensuite, ces données brutes vont nourrir la matrice SWOT pour forger une stratégie sécurisée. Et l'aboutissement de tout ça, c'est d'être sûr et certain que l'entreprise remplit tous les facteurs clés de succès de son marché. Bref, c'est un processus continu, pensé de A à Z pour ne laisser absolument aucune place au hasard. Pour boucler ce décryptage, voici une réflexion qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Même quand la méthode est suivie à la lettre, même quand le croisement des données est chirurgical, face à l'immensité et la volatilité dingue des marchés internationaux, est-ce que cette analyse interne garantit vraiment une sécurité financière absolue? Ou alors est-ce que ce n'est finalement qu'une très bonne méthode pour réduire le champ des incertitudes? C'est le dilemme éternel des décideurs qui partent à la conquête du monde. L'étude de base est essentielle et terminée, certes, mais sur le terrain, l'adaptation, elle, ne s'arrête jamais. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un prochain décryptage.